bienvenue sur la conf qui aurait pu s'intituler Bienvenue dans mon monde. Je suis super contente d'être ici avec vous, je suis super contente d'être sur la grande scène et je suis super contente de parler de mon loisir favori, le jeu de rôle grandeur nature. Donc en fait, moi j'ai pris deux passions, le jeu de rôle grandeur nature, l'agilité. On va faire un mix et voir ce qu'il en ressort. Déjà, merci aux sponsors et aux organisateurs, et aux bénévoles, et à tout le monde qui a rendu cet événement possible. Donc ça, c'est super important. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Élodie Descharmes, et j'ai un petit peu de level. Donc, je fais du jeu de rôle depuis 24 ans. Donc, on va dire rôliste niveau 24. Maman niveau 16. Et en gros, plus ou moins dans le monde de l'agilité, je dis plus ou moins parce qu'avec différentes casquettes, et sur des rôles agiles depuis 12 ans, donc niveau 12. Donc, on va dire multiclassé. Mais je ne viens pas vous parler du jeu de rôle comme vous avez vu avec la fiche de personnage là. Je viens vous parler du loisir qui s'appelle le jeu de rôle grandeur nature. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des événements où on va interpréter un personnage en immersion, en costume. Et ces événements peuvent durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le plus long auquel j'ai participé a duré 5 jours. Donc c'est particulièrement immersif et particulièrement intense. Je mets en général 2-3 jours à m'en remettre minimum après chaque expérience, parce que quand on a été dans des scènes dignes des meilleures séries télé, on a l'impression d'avoir sauvé le monde, on a vécu des alliances, des trahisons, on était dans Game of Thrones. C'est un petit peu difficile de revenir au boulot le lundi matin. Alors on va faire un petit test. Je vais vous demander de vous lever. Désolée, c'est à la fin de la journée, je vous demande de bouger en plus. Je vais vous demander de vous lever. Alors, si vous avez déjà joué à un jeu de rôle sur table, vous pouvez, si vous répondez non, vous pouvez vous asseoir, d'accord? J'ai déjà joué à un jeu de rôle sur table. Tous ceux qui n'ont pas joué, s'assoient. J'ai déjà joué à 3 jeux de rôle différents. J'ai déjà été maître du jeu. Je joue plusieurs fois par mois. Moi, je reste debout. J'ai déjà organisé une convention de jeu de rôle. J'ai déjà joué à des murder parties. J'ai organisé des murder parties. J'ai participé à des jeux de rôle grandeur nature. Les irréductibles qui sont là. J'ai fait plusieurs jeux de rôle grandeur nature par an. Il n'y a plus que moi. Et j'ai déjà participé à l'organisation d'un jeu de rôle grandeur nature. Donc vous verrez dans la présentation, quand je dis GN, c'est pour jeu de rôle grandeur nature. J'ai tellement l'habitude, donc je vais forcément le dire. C'est mon jargon, GN. Alors, il y a quand même 2 personnes qui sont restées debout presque jusqu'au bout. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises lors de jeux de rôle grandeur nature. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne toujours, c'est l'investissement de tous les joueurs et les joueuses sur les costumes, sur les campements, sur l'interprétation des personnages. Donc il faut comprendre que chacun et chacune apporte sa petite pierre à un édifice collectif, un édifice commun. Il y a autre chose aussi qui est génial, c'est le nombre de liens qui se créent entre les personnages et entre les joueurs. Et il m'est arrivé, en fait, en jeu de rôle comme ça, je suis arrivée sur le site, je ne connaissais personne. Je fais partie d'une équipe. À la fin du jeu, c'est des amis à la vie et à la mort. D'accord ? J'ai l'impression, si on me disait avec quelle équipe tu veux bosser demain au boulot, je dis c'est eux. Et puis, je faisais déjà un peu de coaching agile en entreprise. Je me suis dit, mais c'est génial. Je ne les connaissais pas. Et en 2 jours, j'ai l'impression qu'on va soulever des montagnes ensemble. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi les ingrédients de cette alchimie? Je sais qu'on ne va pas pouvoir faire du jeu de rôle partout, mais est-ce que je peux identifier des petits ingrédients que je vais pouvoir prendre dans mon quotidien pour avoir au moins un petit peu de cette intensité collective? Donc, j'ai fait pas mal de jeux de rôle grandeur nature, j'ai expérimenté aussi avec des équipes, et je pense avoir identifié 4 ingrédients. Et c'est ces 4 ingrédients que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. Pardon, ça va trop vite. Le premier, c'est pouvoir être qui on veut. J'ai été une pirate qui fonçait dans les combats.
J'ai été une soigneuse d'une communauté de bergers. J'ai été une chef de clan dans un univers post-apo. J'ai été une guide vietnamienne d'une troupe de soldats américains dans mon pays en guerre. J'ai été une esclave affranchie. J'ai été une jeune hippie en 1967 à Los Angeles et plein d'autres et plein d'autres et plein d'autres. Vous trouvez pas ça génial d'avoir autant de vies dans une seule vie? Si seulement je pouvais retrouver un petit peu de cette diversité, de cette créativité dans mon quotidien. Mais finalement, qu'est-ce qui nous en empêche? Parce que j'ai déjà plusieurs rôles, on l'a vu au début. Je suis, en ce moment, il se trouve qu'en ce moment, au boulot, je suis RTE, je suis maman, je suis rôliste. On multiplie les rôles et les casquettes. Et ces casquettes, je les enfile tour à tour, mais il n'y en a aucune qui me définit complètement et aucune qui me limite. Bien sûr, j'ai mes limites. C'est mes capacités physiques, mes compétences, mes connaissances. Mais à l'intérieur de ces limites, les possibilités sont infinies. La créativité est infinie. J'ai été une femme lézard dans un univers romanesque de cap et d'épée où les mousquetaires côtoient les dragons. On en a de l'imagination. Pour moi, cette distance, cette différenciation entre les personnes et les rôles, le fait de se dire qu'on peut interpréter une infinité de rôles, déjà, ça libère au quotidien. On va retrouver cette notion de différenciation personne-rôle dans tout ce qui est sociocratie, holacratie. Et pour moi, c'est primordial. Si je prends Scrum, par exemple, on a des rôles prédéfinis. Scrum Master, Product Owner, Dev. Si je prends Safe, voilà, tous les frameworks vont nous définir des rôles prédéfinis. Ce sont des modèles mathématiques. C'est comme si je disais c'est une sphère parfaite, mais en fait, les êtres humains, ils ne sont pas faits pour rentrer dans des modèles mathématiques. Donc ces rôles-là, dans les méthodes, ça va être le point d'adhérence entre quelque chose de théorique, théoriquement parfait, et des humains. Et je pense que ces rôles devraient rester au service des interactions entre les individus et pas les conditionner. Si je n'ose pas parler avec quelqu'un parce que c'est le N plus machin, que dans son titre il y a manager, truc muche, alors là on a tout raté. Le rôle, il n'a pas été au service des interactions. Par contre, on en a besoin quand même, ne serait-ce que pour savoir à peu près ce qu'on peut attendre de telle ou telle personne. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un être humain derrière. Donc, je ne suis pas mon rôle et je peux interpréter une infinité de rôles. Pour moi, ça c'est fondamental, ça donne le droit à l'erreur. Je vais prendre un exemple très simple, la prise de parole en public. Moi, à la base, je suis plutôt timide. J'avais beaucoup de mal avec ça quand j'ai commencé à travailler. Prendre la parole en réunion, c'était compliqué. Mais je faisais déjà du jeu de rôle. J'ai été dans des situations où j'ai dû prendre la parole, où j'interprétais un rôle. Et c'était OK de se tromper puisque c'est un jeu. Donc du coup, on était dans des conditions de sécurité optimales. Quand je vais sur un jeu de rôle grandeur nature et que je dois parler devant tout le monde pour haranguer, en fait, par exemple, une compagnie avant d'aller au combat, on sait que je peux me planter et c'est OK avec tout le monde. C'est un jeu, chacun fait du mieux qu'il peut. Donc petit à petit, j'ai pris comme ça la parole dans les jeux, mais aussi en contexte professionnel. Mais en tout cas, c'était un terrain d'expérimentation génial. Et j'avais toujours l'impression de faire semblant. Je fais semblant d'être. Mais au bout d'un moment, quand on s'est retrouvé à devoir improviser en tant que prêtresse une cérémonie pour invoquer un démon du chaos devant 50 personnes, dont plus de la moitié qui vont essayer de nous en empêcher, on se rend compte que la prise de parole en réunion, c'est bon. C'est bon. Là, je ne fais plus semblant. Il y a vraiment des compétences qui sont rentrées. Donc, à force de faire semblant, et ben après, on sait. Donc ça permet l'apprentissage. Ça permet aussi dans une équipe d'avoir la richesse de la complexité, parce que si une équipe c'est juste une association d'un Scrum Master théorique, un Product Owner théorique, des devs, un architecte, un ergonome, etc., que des rôles théoriques, toutes les équipes seraient pareilles et ce seraient des équipes de robots. Donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Pour moi, la richesse des équipes, elle ne vient pas des rôles, elle vient des individus. Et enfin, l'humilité, c'est que on est tous des êtres humains. Donc, il n'y a aucune raison que je n'aille pas m'adresser à un big boss, quel qu'il soit, parce que moi, je parle d'humain à humain. Donc, voilà, tout ce que je vois. J'ai mis 3 petits points, il y en a sûrement plein d'autres, mais pour moi, la différenciation rôle-personne, elle est essentielle. Et c'est mon premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est vivre des émotions fortes, mais
en toute sécurité. Donc un jeu de rôle grandeur nature, c'est beaucoup d'émotions fortes. Il y a le frisson des batailles. Quand on est en première ligne, là, on a beau savoir que c'est un jeu, on a quelques émotions. Ça peut être la douleur du deuil. On joue la mort de nos personnages quand même. Moi, j'ai assisté à mon enterrement plusieurs fois. Et on peut se retrouver embarqué en fait, dans ces émotions, on va les chercher. Ça peut être le réconfort des membres de son clan, des fois, enfin avant Covid, mais même un peu maintenant, on se prend beaucoup dans les bras. Et ça peut être le frisson quand on nous passe la corde au cou, parce qu'on était bandits mexicaines, qu'on a attaqué la banque et on s'est fait prendre la main dans le sac. Hein. À un moment donné, il faut assumer. Mais là, sur cette scène-là, j'en menais par large. On a beau savoir que c'est un jeu, quand on nous fait monter sur le tabouret, qu'on passe la corde, même s'il y a du mou, même s'il n'y a aucun risque, etc., c'est impressionnant. Donc comment gérer ça? Parce qu'il va falloir quand même qu'on s'outille un petit peu. Hein. Alors, sur les jeux de rôle grandeur nature, la sécurité de l'ensemble des participants, c'est vraiment une préoccupation majeure pour tous les organisateurs et pour tous les participants. Donc il y a la sécurité physique, ça c'est facile à expliquer. On utilise ce type d'accessoire. Donc là c'est une épée, il y a une petite tige et puis c'est recouvert en fait de latex. Je pense que c'est à peu près impossible de se faire mal avec ça, sauf à pointer comme ça et on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de taper à la tête non plus, enfin bon voilà, il y a quelques règles, et à moins d'y aller vraiment comme un bourrin, mais sinon on ne peut pas se faire mal avec ce genre de choses. Donc au même titre qu'on a des armes en latex, est-ce qu'on pourrait avoir des émotions en mousse? Comment se protéger d'une émotion? Je vais faire un petit parallèle. Pour moi, des émotions en mousse, vous en avez tous déjà eu. C'est des émotions qu'on ressent mais qui font pas mal. C'est celles qu'on a quand on regarde un film, par exemple. Si vous regardez un film à suspense, à un moment donné, vous allez retenir votre respiration, vous allez sursauter sur votre siège, vous ressentez quelque chose. Encore, l'émotion, elle est là, elle existe, elle est réelle, mais elle ne vous fait pas mal. À aucun moment, vous vous dites que vous êtes vraiment en danger. C'est ça que j'appelle des émotions en mousse. Et bien pour moi, dans un GN, c'est un peu pareil, mais puissance 1000, parce que je ne suis pas sur mon canapé en train de regarder mon écran, je suis dans le film. J'interprète un des personnages du film. Donc on a quelques mécanismes en plus et quelques conseils qu'on donne aux joueurs débutants pour gérer ça. Celui que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est la petite gymnastique intellectuelle qui consiste, pendant que je joue, à différencier mes émotions et les émotions de mon personnage. Ce n'est pas les mêmes. C'est ça qui va me permettre d'être au même moment en train de jouer quelqu'un qui pleure la mort d'un proche, sincèrement, et exactement au même moment, en train de kiffer parce que c'est un super moment de jeu et je suis trop reconnaissante au joueur qui est mort parce que ça va être un souvenir pour toute ma vie. Les deux existent au même moment. Et ça, c'est une petite gymnastique intellectuelle qui se travaille. Il se trouve que dans la communauté des GNistes, donc les gens qui font du GN, du jeu de rôle grandeur nature, on discute beaucoup de ça, on essaye de progresser sur ces notions de sécurité émotionnelle. Je pense qu'on pourrait beaucoup apprendre de cette communauté parce que c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Et on a un vocabulaire pour désigner quand les émotions du joueur et du personnage se contaminent. On appelle ça le bleed. Là, il y a moi et il y a mon personnage. Si, à un moment donné, les émotions de mon personnage me contaminent, c'est-à-dire que là, par exemple, dans la scène du deuil, je serai, moi, Élodie, vraiment triste, affectée par cette disparition. On appelle ça un bleed out. C'est les émotions du personnage qui me contaminent. Dans l'autre sens, si, par exemple, j'ai passé une mauvaise semaine, que le vendredi soir, je me suis engueulée et que j'arrive en jeu de rôle grandeur nature énervée et que du coup, j'interprète mon personnage un peu comme ça, alors que ce n'était pas l'idée du personnage à la base, là, c'est mes émotions de joueuse qui contaminent mon personnage. Donc, on appelle ça un bleed-in. Ça arrive, c'est pas grave. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a des mots pour en parler.
Ça m'est arrivé de jouer une scène, le joueur s'est énervé, bon il se trouve qu'il a tué mon personnage au passage, mais bon ça c'est pas grave, il s'est énervé et il est venu me voir après en me disant je suis désolé, là quand j'étais énervé, c'était un mauvais bleed out, un mauvais bleed. Parce que en fait j'avais dit quelque chose qui l'avait énervé lui en tant que joueur et qui n'aurait pas dû énerver son personnage. C'est pas grave, on en a parlé et tout. Maintenant si je prends le même schéma et que je fais comme ça, ouais, parce que je me suis dit, quitte à jouer des rôles, moi, j'ai pas envie que l'aventure, ça se termine, hein, donc je vais continuer au bureau. Donc, je joue mon rôle de RTE ou de Product Owner ou de Scrum Master, ça dépendait des moments. Et c'est un peu pareil, en fait. Moi, je trouve ça super intéressant, cette petite gymnastique intellectuelle, parce qu'en réunion, quand il y a quelque chose qui commence à nous énerver, d'accord ? Par exemple, je suis Scrum Master, et franchement, il y a toujours les mêmes qui sont en retard au daily. À un moment donné, c'est lourd, on ne sait plus quoi faire. Ça énerve. Mais en fait, il faut bien que je prenne conscience que c'est mon rôle que ça énerve. D'accord ? Moi, Élodie, j'ai aucune raison de me laisser pourrir la vie par ces émotions-là. C'est des émotions qui sont liées à mon rôle. Donc voilà, ça permet de prendre du recul. Ça, c'est pour les émotions négatives, mais il y a encore mieux, c'est les émotions positives. Parce qu'à force de s'habituer à faire cette petite gymnastique-là, du coup, je suis un peu toujours en train de penser, surtout quand je ressens une émotion un peu forte, je suis en train de penser, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon rôle? Donc ça me permet de le regarder, d'avoir cette attention-là. Et quand j'ai un moment que je kiffe, donc comme maintenant, je suis consciente, à l'instant T, que je vis un bon moment. Alors que sinon, des fois, on ne s'en rend pas forcément compte et après, on se dit, ah, c'était bien. On se construit des beaux souvenirs. Mais c'est encore mieux quand on en est conscient à l'instant T. Autre chose par rapport à ces émotions, donc de les regarder, ça permet aussi de détecter les signaux faibles. Pour moi, les signaux faibles, c'est quand je commence à être agacée, là, un peu énervée, mais que ce n'est pas trop fort, c'est-à-dire que je peux encore en parler. Alors que quand ça monte, après, ça peut exploser. C'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. L'effet cocotte-minute, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu, vous êtes en réunion, le ton monte, etc. À un moment donné, il y a quelqu'un qui part en claquant la porte. Bon là, la cocotte-minute, pour lui, elle a explosé. Donc on va essayer que la cocotte-minute n'explose pas. Pour ça, pour relâcher la pression, il faut arriver à dire ce qu'on ressent. J'en suis persuadée, une émotion qui est dite, elle est calmée et ça permet aux autres d'en tenir compte. Pourtant, la cocotte-minute, elle est bien verrouillée. Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler des émotions au boulot. Parce qu'on a peur d'être jugé. Parce qu'on a peur de blesser quelqu'un en disant que lui nous a blessés. Parce qu'il y a des jeux de pouvoir. Derrière ça, on se met en position de vulnérabilité si on partage une émotion. Donc voilà, prendre conscience un peu de cette cocotte-minute. Et puis même s'il y a des verrous bien fermés, au moment, c'est d'autant plus facile qu'on arrive à le détecter tôt. Donc au moment où l'émotion elle est encore un peu petite, on peut la partager. Donc pour résumer sur les émotions, en être conscient de l'influence des rôles sur mes émotions, les nommer, les exprimer, relâcher la pression et tout ça, c'est être à l'écoute des signaux faibles. Qu'est-ce que ça apporte, ça ? Si je vous dis que là, par exemple, je suis un petit peu stressée d'être sur scène, je vous exprime mon émotion, je ne pense pas que ça va générer de l'animosité ou du jugement. Au contraire, peut-être que ça va générer de l'entraide, de l'empathie. Voilà, en fait, c'est tout. Parce que les gens, ils ne sont pas télépathes. On a beau dire, il faut observer le non-verbal, etc. Quand les gens disent ce qu'ils pensent, c'est plus facile de générer de l'empathie. Et puis en plus, l'empathie, ça commence par comprendre ses émotions à soi. Donc ça aide. Ça permet d'apprendre à se connaître. Et si dans une équipe, on arrive à avoir ce type d'échange, effectivement, c'est qu'on a un environnement dans lequel il y a de la confiance. Je vais faire une petite pas de côté par rapport au GN, vous parlez d'autre chose, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est une vidéo que vous pourrez peut-être regarder, c'est un TED sur les tabous de la parentalité. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut absolument éviter les émotions fortes? Parce que je vous parle de détecter les signaux faibles pour pas que ça monte en pression, etc. Donc, quelque part, on pourrait croire que c'est éviter les émotions fortes. Mais ce TED-là m'a fait réfléchir. Il parle de plein de choses par rapport à la parentalité. Moi, je vais vous en extraire un tout petit bout. C'est, on dit, les enfants, c'est que du bonheur. Sauf que, après les cris, les pleurs, les couches, les nuits blanches, la vie sociale qui disparaît du coup, on peut se poser la question, quand même, à un moment donné, raisonnablement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de compiler des études sur le bonheur. Et c'était un peu déprimant.
Donc il y a les résultats de 4 études là qui sont, c'est des copies d'écran de leur conf TED, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Allez la voir si vous voulez avoir l'intégralité. 4 études qui montrent que ça commence de « je suis mariée sans enfant », il y a le premier enfant qui naît, en fait, ça chute, jusqu'à l'adolescence, les enfants partent et puis ça finit par remonter. Ah, faut pas dire. Et ça plombe un peu le moral. Donc ils se sont dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi noir. En fait, le tableau, ça correspond pas à notre expérience. C'est vrai que quand on regarde en arrière, c'était que du bonheur. Et ils se sont dit, on va modéliser comment nous on l'a ressenti. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on parle de moyenne. Mais en fait, dans notre vie, quand on est, par exemple, on est à l'adolescence, il y a beaucoup d'émotions fortes. On a, je sais pas, le premier baiser, le premier concert, le premier machin, et il peut y avoir des excès. Et voilà, on est comme ça, on teste plein de trucs. Et puis on s'installe, et puis oui, peut-être que le bonheur moyen il augmente, mais on fait moins les montagnes russes, donc il y a moins de pics. Et le premier enfant naît. Et là, il y a la naissance, il y a les nuits blanches, il fait ses premiers pas, on va aux urgences, on refait les montagnes russes. Et finalement, c'est ces émotions fortes qui vont créer des beaux souvenirs et qui font qu'après, on se dit c'était des belles années. Donc voilà, c'était juste un petit pas de côté pour dire, je pense vraiment qu'il ne faut pas... moi, mon but, c'est de ressentir ces émotions fortes en sécurité, pas de les éviter. Troisième ingrédient, l'attention aux autres. Donc je reviens sur la notion de sécurité psychologique, mais du point de vue du collectif. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais à un jeu de rôle, à un GN, dans un univers médiéval. Et le thème, c'était l'univers au nom de la rose. Vous voyez, ça s'appelait au nom du père, mais bon, c'était comme au nom de la rose. On est en février, il gèle, on est habillé en médiéval. Les thèmes abordés sont, sont plutôt lourds, donc voilà, c'est toute une ambiance. Et pendant ce jeu, donc, je joue une guérisseuse et il y a une joueuse qui vient me voir, donc son personnage me vient me voir pour dire qu'elle a mal au ventre. Moi, je mime un examen et il y avait un organisateur qui était discrètement présent dans la scène qui vient me voir, qui me glisse à l'oreille ce n'est pas un simple mal de ventre, tu vas découvrir qu'elle est enceinte. C'est des choses que font les organisateurs de temps en temps quand ça sert l'histoire, ils installent des événements comme ça, donc moi, ok, pas de souci. Je finis de mimer l'examen et je lui dis ce n'est pas un simple mal de ventre, félicitations, tu es enceinte. Et là, alors honnêtement, je ne sais pas exactement à quel signe, mais j'ai senti que pour la joueuse, c'était pas OK. Ou en tout cas, j'ai eu un doute. Là, ce que j'ai fait, c'est ça, ce signe-là. Pour nous, GNistes, ça c'est un signe un peu universel dans toutes les communautés. Ça veut dire on met le jeu en pause. Et tant que j'ai le point levé, ce que je dis, c'est pas mon personnage qui s'adresse à un autre personnage, c'est moi, Élodie, qui m'adresse à la joueuse pour vérifier quelque chose. Et je lui demande si c'est OK pour elle de jouer ce thème-là, de jouer une grossesse, de jouer la maternité. Elle n'était pas sûre, et quand on n'est pas sûr, c'est non. Donc, il n'y a pas de problème. C'était un simple mal de ventre. On l'a joué comme ça. La sécurité de la joueuse passe avant tout. Ce que je vais illustrer avec cette histoire, c'est que c'est vraiment une vigilance collective. Ce n'est pas que moi qui fais attention à mes propres émotions. Parce que quand on commence à se faire embarquer par ces émotions, on est rarement la personne la mieux placée pour s'en rendre compte et pour réagir. Et ça donne cette atmosphère un peu cocoon, je dirais, quand j'arrive en GN, on va se dire des horreurs, on va se taper dessus, on va se trahir, on va s'empoisonner. Mais à tout moment, je sais que j'ai en face des personnes qui font attention à moi derrière le rôle. Parce qu'il y a cette vigilance collective. J'adore cette ambiance-là. Donc ça, c'est la sécurité psychologique collective. Vous connaissez peut-être le schéma qui est à droite. C'est les 5 clés de Google pour une équipe performante. Le premier ingrédient, la base de tout, c'est la sécurité psychologique. Et pour définir ça, j'adore la définition de John Le Druck que j'avais vue en conférence à Flocon. Si vous êtes en sécurité lorsque vous pouvez dire votre avis, exprimer vos préoccupations, donner et recevoir du feedback constructif, sans humiliation, rejet ou punition. Se mettre en position de vulnérabilité, sans craindre d'être stigmatisé, rejeté, puni. Position de vulnérabilité, ça veut tout simplement pouvoir dire « je n'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Vous voyez à quel point c'est essentiel dans une équipe.
Donc en GN, comment on fait qu'est-ce qu'on a comme outil dont on peut s'inspirer par rapport à ça? Déjà, tout GN publie une lettre d'intention. Donc c'est un document qui est publié avant qu'on s'inscrive pour nous dire à peu près à quoi on va s'attendre. Je vais vous en lire une pour vous donner une idée. Donc c'était le jeu Guerre du Vietnam. Donc ce GN sera, du moins on le souhaite, ça c'est les organisateurs qui écrivent ça avant qu'on joue. Un jeu où les personnages auront des historiques et des personnalités fouillées. Un jeu nécessitant du roleplay, il y aura des personnes avec des traits de caractère forts à incarner. Un jeu avec des intrigues à résoudre. Un jeu physique avec de la marche et des chaînes d'action. C'est la guerre après tout. Un minimum d'endurance est à prévoir. Ce jeu ne sera pas un jeu de parade en costume, un jeu de pur baston où l'on canarde à tout va, un GN diplomatie. L'ambiance prime sur les combats, votre perso peut crever en jeu et on est content quand il pleut, parce que c'est la jungle et que c'est roleplay. Voilà. Donc il y en a d'autres, il y a plein d'autres formes de lettres d'intention, celle-ci je l'aime bien, elle est rigolote, mais l'idée c'est de donner une idée de l'ambiance qu'on veut et de voir si on s'inscrit, c'est qu'on est OK. Ben moi, je pense qu'on pourrait se poser la question de c'est quoi les lettres d'intention dans une équipe. Est-ce qu'on est dans une équipe, est-ce qu'on est des équipes qui aiment jouer par exemple? Est-ce qu'on est dans une équipe pour qui la qualité prime avant tout? Est-ce qu'on est dans une équipe qui aime faire du management visuel sur tous les murs? Enfin, peut-être que c'est tout ça, peut-être que c'est rien de tout ça. Chaque équipe est différente. C'est quoi l'intention de l'expérience dans mon équipe? Donc ça, on peut s'en aspirer. Autre chose, les portes de sortie. Dans tous les GN, quasiment, dans tous les bons GN, il y a un endroit qui est prévu pour si on veut s'extraire du jeu. Si à un moment donné, il y a une scène que je n'aime pas, je peux m'extraire et aller dans cet endroit-là. Je sais que souvent, les organisateurs prévoient quelqu'un qui est là juste pour écouter. Je pense qu'il est important, surtout quand on fait des animations qui peuvent remuer un petit peu, je pense à certaines rétros ou autres, de dire que c'est OK de partir. De toute façon, forcer les gens à rester, c'est contre-productif. Donc je pense, ça c'est une conviction personnelle, que c'est tout à fait OK de dire que les gens peuvent partir. La gestuelle de réunion, ça je l'ai beaucoup utilisé dans des équipes sur lesquelles il y avait des conflits. Ça permet de donner, c'est un peu aider la télépathie, hein. C'est-à-dire que ça permet de donner du feedback sans interrompre la conversation. La main levée pour poser une question, vous connaissez, mais de faire comme ça quand on dit qu'on est d'accord. Ben voilà, je suis content quand je vois une assemblée qui fait comme ça. Et ça n'a pas interrompu un discours. Dans une équipe sur laquelle il y avait beaucoup de conflits, j'en ai introduit un an de plus, parce que ça, c'est ce que vous avez à droite, c'est des signes les plus classiques. Et j'avais cherché un signe pour dire « je me sens mal à l'aise par rapport à la situation qui est en train d'arriver ». C'était une équipe où il y avait des personnes qui râlaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de sarcasme, etc., notamment du sarcasme sur d'autres équipes, d'autres personnes. Je trouvais que c'était mal vécu par certaines personnes de l'équipe, dont moi. Et du coup, quand les discussions allaient sur ce terrain-là, je faisais comme ça. C'est tout. Et je n'ai pas besoin de m'interrompre et je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est juste j'exprime mon ressenti à cet instant-là. Et bien, c'est hyper efficace. Surtout que quand moi je commence à le faire, les autres voient que c'est possible, donc ils le font aussi. Ça marche très bien. Finalement, c'est un peu la même chose que le point levé. C'est des signes gestuels qui ont une signification. Le point levé, c'est le mode méta. C'est-à-dire que si je suis en train d'argumenter avec quelqu'un, on n'est pas loin de la dispute, les arguments montent, etc. Si à un moment donné, je me sens emportée par mes émotions ou si je sens que de son côté, ça dérape, qu'est-ce qui m'empêche à un moment donné de mettre la conversation en pause, dire on est d'accord que là, on va continuer à argumenter parce qu'on n'est pas d'accord et on va continuer à échanger des arguments, mais entre nous, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de dire qu'on interprète chacun nos rôles, mais que humainement, on se respecte. Ça, je trouve ça assez utile. Et quand on arrive à mettre ça en place dans une équipe, c'est une sorte de cercle vertueux. Parce que si j'arrive à partager l'émotion, que ce soit verbalement, que ce soit avec des signes,
Ça augmente la cohésion d'équipe. Si ça augmente la cohésion d'équipe, ça augmente la sécurité psychologique. Si je suis dans un environnement où je suis en sécurité psychologique, je vais pouvoir beaucoup plus facilement exprimer mes émotions, etc. Ça peut être aussi un cercle vicieux, hein, si ça marche dans l'autre sens. Des petites expérimentations. La rétro des émotions. Vous pouvez essayer. Pendant le sprint, au lieu de dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, etc., c'est qu'est-ce qui m'a rendu triste, qu'est-ce qui m'a rendu joyeux, qu'est-ce qui m'a fait peur, qu'est-ce qui m'a dégoûté, qu'est-ce qui m'a mis en colère. Là, typiquement, c'est le genre d'animation où je trouve utile de préciser qu'il y a la porte de sortie. Juste attention, là, un petit warning, la première fois que je l'ai fait, que je l'ai testé, j'ai eu l'effet cocotte minute qui explose. C'est-à-dire que c'était un collectif dans lequel officiellement tout allait bien, ils ne se disputaient jamais. En vrai, il y avait beaucoup de tensions larvées, parce que les collectifs où tout va bien, souvent, c'est qu'ils ne se parlent pas. Et quand j'ai donné cette possibilité-là, ça a explosé. Là, il y a des choses très dures, en fait, qui sont sorties. Donc, attention peut-être à y aller doucement avec les collectifs. Mais après, je l'ai fait plein d'autres fois, notamment avec les signes comme ça et la porte de sortie. Et j'ai trouvé que ça se passait bien. Autre jeu, alors là, c'est pas forcément pour une rétro, mais c'est un jeu qui est inspiré du jeu de plateau Feelings. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, bah, le jeu est plutôt orienté pour les enfants, mais l'idée, c'est on expose une situation et chacun décide de quelle serait sa réaction ou son émotion, quelle serait son émotion dans cette situation-là, et on doit essayer de deviner les émotions des autres. C'est un jeu pour s'entraîner à l'empathie, en fait. Donc, je vous ai mis le petit déroulé ici. Ce que je demande, c'est aux gens de se mettre en binôme. Ils ont la roue des émotions sous les yeux s'ils veulent s'en inspirer. Ils ferment les yeux. Je leur donne une situation. Par exemple, le chef me contredit devant toute l'équipe. Ils doivent d'abord imaginer comment ils se sentiraient, eux, dans cette situation. Ils ouvrent les yeux, sans le dire, ils ouvrent les yeux, ils regardent leur partenaire de jeu et ils doivent essayer de deviner comment l'autre se sentirait dans cette situation. Ils le disent. Si la personne, s'il a trouvé, la personne fait comme ça. S'il n'a pas trouvé, la personne fait comme ça. Et on change les binômes. C'est juste pour s'entraîner à l'empathie et voir qu'on peut avoir des émotions très différentes dans des situations similaires. Je l'ai fait avec des élèves de lycée et je ne savais pas que dans la classe, il y avait un cas de harcèlement. Les profs m'ont dit après, c'est la première fois que le harceleur et le harcelé ont échangé sur leurs sentiments. Et ils étaient super contents du coup. Moi, heureusement que je ne savais pas avant, ça m'aurait fait stresser. Mais voilà, donc ça avait bien marché. Donc, c'est une responsabilité collective. Je reste vigilante aux autres. Et surtout, je reconnais que tout ce que je fais, ce que je dis, mes attitudes, l'expression de mes émotions, ça a un impact sur les autres. Et il faut que je fasse attention à ça. Quatrième et dernier ingrédient, une belle histoire. Et surtout, pour vous expliquer, il y a quelque chose qui surprend toujours quand je parle de GN, c'est qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script. Quand j'arrive dans un jeu comme ça, personne ne va me dire ce qu'il faut dire, personne ne va me dire ce qu'il faut faire. C'est de la pure improvisation du début à la fin. Alors bien sûr, les organisateurs ils décrivent un univers, ce qui s'est passé dans cet univers, ils décrivent des personnages où on peut nous-mêmes décider de nos personnages. Ils peuvent influencer le jeu avec des événements qu'ils vont faire intervenir. Par exemple, s'il y a une attaque d'orques, ils vont faire une attaque d'orques. Mais le jeu appartient aux joueurs et à partir du moment où le GN commence, tout le monde improvise et globalement, l'histoire est hors de contrôle. Donc, personne ne contrôle l'histoire. Et personne ne connaît toute l'histoire. Parce que vous doutez bien qu'un 5000, mais c'est valable aussi quand on est 80 ou même quand on est 20, c'est impossible de lister toutes les conversations, de savoir qui a fait une alliance avec un tel, qui a décidé de quoi, etc. Donc, c'est pas comme si on écrivait un livre qu'ensuite tout le monde pouvait voir. Personne ne connaîtra jamais toute l'histoire. Alors, comment on fait ? Comment on fait pour savoir ce qu'il faut jouer ? Si je n'ai pas de script,
Je ne fais que réagir aux événements. Bah, la consigne, elle est simple. La consigne, c'est jouer la scène que vous aimeriez voir en tant que spectateur. Ce qui est important, ce n'est pas l'intérêt de vos personnages. Si la plus belle scène que vous pouvez jouer, c'est la mort de votre personnage, jouez la mort de votre personnage. C'est parce que tout le monde joue la scène qu'on aimerait voir entre spectateurs et parce qu'on est aussi spectateur des autres qu'on crée quelque chose d'aussi d'immersif. Comme vous avez vu sur le film ou comme dans cette photo, vous voyez ici, il n'y a pas de spectateurs, les autres joueurs ne s'arrêtent pas. La plupart du temps, on ne sait pas qu'on est photographié parce que les photographes, ils se baladent, ils ont des gros objectifs, donc ils sont loin. Et on le fait juste parce que, voilà, c'est une belle scène. On le fait pour nous, on le fait pour ceux dont l'œil tombera dessus. Et vous ne trouvez pas qu'une histoire qu'on ne contrôle pas et que personne ne connaît complètement, ça ressemble un peu beaucoup à la vraie vie? Moi, je pense que si, et j'aime bien me mettre dans cette posture de jouer la scène que j'aimerais voir en tant que spectateur. Parce qu'on va commencer à toucher à l'intérêt collectif plus qu'à l'intérêt individuel. Alors bien sûr, je ne vais pas me jeter sous un train parce que ça ferait une belle scène. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais à un moment donné, ça permet de prendre du recul. Me dire, si je m'observais là comme personnage dans un film, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Parce que quand on regarde un film, on voit très bien des fois que les choix des personnages, ils sont un peu cons. Qu'ils sont drivés par une vision partielle ou par des intérêts personnels. Mais si on prend du recul et on se dit, bah, là, si j'étais ce personnage-là, en vrai, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Moi, je trouve que ça apporte beaucoup. Donc, cette posture pour créer une histoire ensemble, parce que c'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Quand j'arrive dans un jeu de rôle grandeur nature, j'ai vraiment ce sentiment, comme dans les vidéos, que on construit une histoire ensemble, on fait vivre un monde. Donc même si je ne la vois pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc jouer la scène dont je voudrais être la spectatrice, dépasser les intérêts personnels pour vivre une belle histoire ensemble. Il y a une citation que j'adore, c'est Gandalf, qui nous dit « Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. » Ce n'est pas compliqué, on a une décision à prendre à chaque instant de notre vie. Une seule. Moi, je décide que personne ne peut contrôler mon imagination. Je ne peux pas contrôler la réalité, je ne peux pas contrôler le fait que nous sommes dans un système patriarcal de capitalistes, que le boulot au boulot, c'est pas chouette tous les jours, qu'il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, que le réchauffement climatique, que voilà, je n'ai pas prise là-dessus. Par contre, personne ne contrôlera mon imagination. Et j'ai envie de vivre une belle aventure avec vous. Alors moi, là, je ne vois pas un amphi d'agilistes. Je vois un équipage. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? On va terminer sur un petit truc. Je ne peux pas crier à l'abordage à cause du micro. Ça va vous péter les oreilles. Donc je vais vous demander, quand je lève mon épée, vous criez à l'abordage. OK? J'ai mon équipage là? Vous bombez le torse, vous êtes des hommes et des femmes fiers et libres? Allez! Aux chefs de projet qui prétendent pouvoir prédire l'avenir avec des roadmaps. Les processus budgétaires d'un autre temps qui grillent notre agilité business. La spécification détaillée qui tue la créativité. Le micromanagement qui plombe l'engagement. La culture de performance individuelle qui tue l'entraide. Et enfin, le profit à tout prix comme seule raison d'être et qui tue le sens au travail. Merci. Et il reste un petit peu de temps, s'il y a des questions, je crois. 6 minutes, parfait. C'est bon. J'en ai oublié de passer ma dernière slide pour l'abordage. Voilà. Donc déjà, merci pour tout. Franchement, c'était une belle vision. C'est assez original. C'est vraiment top.
Par contre, j'aurais une question juste sur la fin. Est-ce que en voulant réagir, en voulant agir comme on voudrait être vu, en fait, c'est la fin qu'on a vue et du coup la scène qu'on voudrait voir, est-ce que ça peut pas aussi rendre un petit peu faux notre réaction et par rapport à soi, en fait, pas vraiment être soi-même à ce niveau-là, quoi. En voulant agir comme on veut être vu, ne pas être vraiment vrai par rapport à soi-même, quoi. Pour moi, ce n'est qu'un avis personnel, hein. Pour moi, je reste vrai parce que c'est la scène que moi, je voudrais voir. Je ne suis pas sur des audiences d'audimat. Donc, c'est mes valeurs que je mets dans la scène. Et ça me permet d'être plus moi encore. Et après, c'est aussi une petite habitude parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle et surtout du jeu de rôle grandeur nature, j'hésitais avant d'agir. Parce que j'avais besoin de justement un peu de temps pour cette gymnastique-là. Et puis, ça devient assez naturel, je trouve. Mais quand je dis la scène que je voudrais voir, c'est que je voudrais voir.